Chapitre 21. Des caractères. Chacun a de l'humeur selon le vent et selon l'estomac. L'un donne un coup de pied dans la porte, l'autre frappe l'air par des paroles qui n'ont pas plus de sens que les coups de pied. La grandeur d'âme laisse tomber ces incidents dans l'oubli. Qu'elle les subisse des autres ou de soi, elle les pardonne parfaitement parce qu'elle n'y pense jamais. Mais ce qui est commun, c'est de consacrer l'humeur et en quelque sorte d'en jurer. C'est ainsi que l'on se fait un caractère. Et de ce qu'on a pris de l'humeur un jour contre quelqu'un, on vient à l'aimer moins. Pardonner à soi en ce sens-là, c'est plus rare qu'il ne faudrait. Et c'est souvent la première condition si l'on veut pardonner aux autres. Au contraire, un genre de remords sans mesure est souvent ce qui grossit la faute de l'autre. Ainsi, chacun promène son humeur pensée, disant « je suis ainsi ». C'est toujours dire plus qu'on ne sait. Il arrive que l'on supporte mal les parfums. Cette humeur contre les bouquets et l'eau de Cologne n'est point constante. Mais chercher et flairer le moindre parfum et jurer qu'on en fera migraine, c'est ce qui se voit. On jure de tout, comme de tousser pour la fumée. Chacun a connu de ces tyrans domestiques. Celui qui souffre d'insomnie jure de ne point dormir. Et s'il décrète que le moindre bruit le réveille, le voilà à guetter tous les bruits et à accuser toute la maison. Cela va jusqu'à s'irriter d'avoir dormi, comme d'avoir manqué de vigilance à l'égard de son propre caractère. On fait infatuation de tout et même de perdre aux cartes, comme j'ai vu. Il y a des gens qui se mettent à croire qu'ils n'ont plus de mémoire, ou bien qu'ils ne trouvent plus leurs mots. Ici, la preuve ne se fait pas attendre, et cette comédie de bonne foi tourne quelquefois en tragédie. On ne peut nier les réelles maladies et les effets de l'âge, mais les médecins ont depuis longtemps remarqué ce redoutable esprit de système qui fait que le malade cherche les symptômes et trop aisément les trouve. Cette amplification fait presque le tout des passions et une bonne part des maladies, surtout mentales. Charcot en vint à ne plus croire du tout ce que ces malades disaient d'elles-mêmes, et l'on peut affirmer que certaines maladies ont disparu, ou presque, par l'incrédulité des médecins. L'ingénieux système de Freud, à un moment célèbre, perd déjà de son crédit par ceci qu'il est trop facile de faire croire tout ce que l'on veut à un esprit inquiet et qui, comme dit Stendhal, a déjà son imagination pour ennemie. Sans compter que les choses du sexe, qui sont le dessous de ce système, sont justement de celles qui comptent par l'importance qu'on leur donne et par une sorte de sauvage poésie, comme chacun sait trop. Et les pensées du médecin ne sont jamais bonnes aux malades, tout le monde le sait. Ce que l'on sait moins, c'est que le malade a promptement deviné cette pensée étrangère et l'a faite sienne, ce qui vérifie aussitôt les hypothèses les plus brillantes. C'est ainsi que l'on a décrit d'étonnantes maladies de la mémoire, où les souvenirs d'une certaine espèce se perdaient ensemble systématiquement. On avait oublié que l'esprit de système est aussi dans le malade. 4 décembre 1923. Chapitre 22. La fatalité. Nous ne savons rien commencer. Je dis même pour allonger le bras. Nul ne commence par donner ordre aux nerfs ni aux muscles, mais le mouvement commence de lui-même. Notre affaire est de le suivre et de l'achever pour le mieux. Ainsi, ne décidant jamais, nous dirigeons toujours.
comme un cocher qui ramène le cheval emporté, mais il ne peut ramener que le cheval qui s'emporte. Et voilà ce qu'on appelle partir. Le cheval se réveille et s'enfuit, le cocher oriente ce sursaut. De même un navire, s'il n'a point d'impulsion, il n'obéit point au gouvernail. Bref, il faut partir n'importe comment. Il est temps alors de se demander où l'on ira. Qui est-ce qui a choisi? Je le demande. Personne n'a choisi, puisque nous sommes tous d'abord des enfants. Personne n'a choisi, mais tous ont fait d'abord. Ainsi, les vocations résultent de la nature et des circonstances. C'est pourquoi ceux qui délibèrent ne décident jamais. Et il n'est rien de plus ridicule que les analyses de l'école où l'on pèse les motifs et mobiles. C'est ainsi qu'une légende abstraite, et qui sent le grammairien, nous représente Hercule choisissant entre le vice et la vertu. Nul ne choisit, tous sont en marche, et tous les chemins sont bons. L'art de vivre consiste d'abord, il me semble, à ne se point quereller soi-même sur le parti qu'on a pris, ni sur le métier qu'on fait. Non pas, mais le faire bien. Nous voudrions voir une fatalité dans ces choix que nous trouvons faits et que nous n'avons pas faits. Mais ces choix ne nous engagent point, car il n'y a point de mauvais lot. Tout lot est bon si l'on veut le rendre bon. Il n'y a rien qui marque mieux la faiblesse que de discuter sur sa propre nature. Nul n'a le choix. Mais une nature est assez riche pour contenter le plus ambitieux. Faire de nécessité vertu est le beau et grand travail. Là, que n'ai-je étudié? C'est l'excuse du paresseux. Étudie donc. Je ne crois pas qu'avoir étudié soit une si grande chose si l'on n'étudie plus. Compter sur le passé est justement aussi fou que se plaindre du passé. De ce qui est fait, rien n'est si beau qu'on puisse s'y reposer, rien n'est si laid qu'on ne le puisse sauver. J'inclinerais même à croire que les belles chances sont plus difficiles à suivre que les mauvaises. Si les fées ont orné votre berceau, méfiez-vous. Ce que je vois de beau dans un Michel-Ange, c'est ce vouloir fougueux qui reprend en main les dons naturels et fait d'une vie facile une vie difficile. Cet homme sans complaisance avait les cheveux tout blancs quand il allait, disait-il, à l'école, afin d'essayer d'apprendre quelque chose. Cela montre aux irrésolus qu'il est toujours temps de vouloir. Et le marin ne rirait-il pas de vous si vous lui disiez que toute la traversée dépend du premier coup de barre? C'est pourtant ce que l'on voudrait faire croire aux enfants, mais heureusement, ils n'écoutent guère. Encore trop, pourtant, s'ils viennent à former l'idée métaphysique d'après laquelle ils jouent toute leur existence sur B, A, bas. Cette funeste idée ne les change guère dans l'enfance et leur nuit plus tard, car c'est l'excuse des faibles qui fait les faibles. La fatalité est la tête de Méduse. 12 décembre 1922. Chapitre 23. L'âme prophétique. Un philosophe assez obscur a voulu nommer âme prophétique un certain état de passivité attentive, si l'on peut dire, où nos pensées cèdent à toutes les forces du monde comme des feuilles de peuplier. C'est l'âme aux écoutes, étalée, offerte au cou en quelque sorte, état d'effarement. Je comprends la sibylle, son trépied, ses convulsions. Attention à tout, c'est-à-dire peur de tout. Je plains ceux qui ne savent pas annuler tout ce bruit et ce mouvement du grand univers. Quelquefois, l'artiste voudrait retomber à cet état de donner audience à tout, à toute couleur, à tout son, à toute chaleur,
à tout froid. Il s'étonne alors que le paysan ou le marin, si profondément plongé dans les choses naturelles et si dépendant par état, ne remarque point toutes ces nuances. Il y a un beau mouvement d'épaules qui se décharge de ces choses, c'est le geste royal. Le Saint Christophe a traversé l'eau sans compter les vagues. On ne dort point, dit-il, quand on a tant d'esprit. On n'agirait point non plus. Il faut déblayer, simplifier, supprimer. Le propre de l'homme, il me semble, c'est d'avoir rejeté au sommeil toutes les espèces de demi-sommeil. Un signe de la belle santé, c'est de ne pouvoir tenir dans la rêverie et de passer tout de suite au sommeil. Et se réveiller, c'est rejeter le sommeil, au lieu que l'âme prophétique s'éveille à demi et refait ses songes. On peut vivre ainsi, rien n'empêche. Nous sommes admirablement faits pour pressentir. Si l'on tient compte de cette fabrique du corps vivant, on comprend que les plus petits signes entrent en nous et si graves. Un certain son du vent annonce de loin la tempête, et certes il est bon d'être attentif aux signes, mais il ne faut pourtant pas sursauter au moindre changement. J'ai vu un baromètre, enregistreur de très grande taille, et tellement sensible qu'un chariot au voisinage, ou seulement le pas d'un homme, faisait bondir l'aiguille. Ainsi serions-nous si nous nous laissions faire. Et à mesure que le soleil tourne, notre humeur changerait. Mais le roi de la planète ne donne pas audience à toutes ces choses. Un homme timide, dans une société, veut tout entendre, tout recueillir, tout interpréter. Et pour lui, la conversation est aussi sotte et incohérente que si tous disaient tout ce qui leur vient. Mais le sage taille les signes et les discours comme un bon jardinier. Encore mieux dans le monde, car toute chose nous toucherait et nous arrêterait. L'horizon serait sous nos yeux comme un mur. Mais nous revoyons les choses à leur place. Toute pensée est un massacre d'impressions. Défrichement. J'ai connu une femme sensible qui souffrait de voir couper un tronc ou une branche. Mais sans le bûcheron, on verrait revenir bientôt la broussaille, les serpents, le marécage, les fièvres, la faim. De même, il faut que chacun défriche son humeur. Nier sa propre humeur, c'est l'incrédulité même. Ce monde est ouvert par la serpe et la hache. Ce sont des avenues aux dépens des songes. C'est comme un défi au présage. Au lieu que, dès que l'on est indulgent à soi et adorateur d'impressions, le monde se ferme sur nous, il s'annonce par sa présence. Cassandre annonce des mots. Méfiez-vous des Cassandres, âme couchée. L'homme véritable se secoue et fait l'avenir. 25 août 1913. Chapitre 24. Notre avenir. Tant que l'on n'a pas bien compris la liaison de toutes choses et l'enchaînement des causes et des effets, on est accablé par l'avenir. Un rêve ou la parole d'un sorcier tue nos espérances. Le présage est dans toutes les avenues, idée théologique. Chacun connaît la fable de ce poète à qui il avait été prédit qu'il mourrait de la chute d'une maison. Il se mit à la belle étoile. Mais les dieux n'en voulurent point démordre, et un aigle laissa tomber une tortue sur sa tête chauve, le prenant pour une pierre. On conte aussi l'histoire d'un fils de roi qui, selon l'oracle, devait périr par un lion. On le garda au logis avec les femmes, mais il se fâcha contre une tapisserie qui représentait un lion, s'écorcha le poing sur un mauvais clou et mourut de gangrène. L'idée qui sort de ces contes, c'est la prédestination que des théologiens mirent plus tard en doctrine. Et cela s'exprime ainsi. La destinée de chacun est fixée quoi qu'il fasse. Ce qui n'est point scientifique du tout, car ce fatalisme revient à dire « quelles que soient les causes, le même effet en résultera ».
Or, nous savons que si la cause est autre, l'effet sera autre. Et nous détruisons ce fantôme d'un avenir inévitable par le raisonnement suivant. Supposons que je connaisse que je serai écrasé par tel mur, tel jour, à telle heure. Cette connaissance fera justement manquer la prédiction. C'est ainsi que nous vivons. À chaque instant, nous échappons à un malheur parce que nous le prévoyons. Ainsi, ce que nous prévoyons, et très raisonnablement, n'arrive pas. Cette automobile m'écrasera si je reste au milieu de la route, mais je n'y reste pas. D'où vient alors cette croyance à la destinée? De deux sources principalement. D'abord, la peur nous jette souvent dans le malheur que nous attendons. Si l'on m'a prédit que je serais écrasé par une automobile, et si l'idée m'en vient au mauvais moment, c'est assez pour que je n'agisse pas comme il faudrait. Car l'idée qui m'est utile à ce moment-là, c'est l'idée que je vais me sauver, d'où l'action suit immédiatement. Au contraire, l'idée que j'y vais rester me paralyse par le même mécanisme. C'est une espèce de vertige qui a fait la fortune des sorciers. Il faut dire aussi que nos passions et nos vices ont bien cette puissance d'aller au même but par tout chemin. On peut prédire à un joueur qu'il jouera, à un avare qu'il entassera, à un ambitieux qu'il briguera. Même sans sorcier, nous nous jetons une espèce de sort à nous-mêmes, disant « Je suis ainsi, je n'y peux rien ». C'est encore un vertige et qui fait aussi réussir les prédictions. Si l'on connaissait bien le changement continuel autour de nous, la variété et la floraison continuelle des petites causes, ce serait assez pour ne pas se faire un destin. Lisez Gil Blas. C'est un livre sans gravité où l'on apprend qu'il ne faut compter ni sur la bonne fortune ni sur la mauvaise, mais jeter du lest et se laisser porter au vent. Nos fautes périssent avant nous. Ne les gardons point en momie. 28 août 1911. Chapitre 25. Prédiction. Je connais quelqu'un qui a montré les lignes de sa main à un mage, afin de connaître sa destinée. Il l'a fait par jeu, à ce qu'il m'a dit, et sans y croire. Je l'en aurais pourtant détourné s'il m'avait demandé conseil, car c'est là un jeu dangereux. Il est bien aisé de ne pas croire, alors que rien n'est encore dit. À ce moment-là, il n'y a rien à croire, et aucun homme, peut-être, ne croit. L'incrédulité est facile pour commencer, mais devient aussitôt difficile. Et les mages le savent bien. Si vous ne croyez pas, disent-ils, que craignez-vous? Ainsi est fait leur piège. Pour moi, je crains de croire, car sais-je ce qu'il me dira? Je suppose que le mage croirait en lui-même, car si le mage veut seulement rire, il annoncera des événements ordinaires et prévisibles en formules ambiguës. Vous aurez des ennuis et quelques petits échecs, mais vous réussirez à la fin. Vous avez des ennemis, mais ils vous rendront justice quelques jours, et en attendant, la constance de vos amis vous consolera. Vous allez bientôt recevoir une lettre se rapportant à des soucis que vous avez présentement, etc. On peut continuer longtemps ainsi, et cela ne fait de mal à personne. Mais si le mage est, à ses propres yeux, un vrai mage, alors il est bien capable de vous annoncer de terribles malheurs. Et vous, l'esprit fort, vous rirez. Il n'est pas moins vrai que ces paroles resteront dans votre mémoire, qu'elles reviendront à l'improviste dans vos rêveries et dans vos rêves, en vous troublant tout juste un peu, jusqu'au jour où les événements auront l'air de vouloir s'y ajuster. J'ai connu une jeune fille à qui un mage dit un jour, après avoir analysé les lignes de sa main, « Vous vous marierez, vous aurez un enfant, vous le perdrez. » Une telle prédiction est un léger bagage à porter pendant qu'on parcourt les premières étapes. Mais le temps a passé. La jeune fille s'est mariée, elle a eu récemment un enfant. La prédiction est déjà plus lourde à porter. Si le petit vient à être malade, les paroles funestes sonneront comme des cloches aux oreilles de la mère.
Peut-être s'est-elle moquée autrefois du mage, le mage sera bien vengé. Il arrive toutes sortes d'événements dans ce monde, de là des rencontres qui ébranleront le plus ferme jugement. Vous riez d'une prédiction sinistre et invraisemblable. Vous rirez moins si cette prédiction s'accomplit en partie. Le plus courageux des hommes attendra alors la suite. Et nos craintes, comme on sait, ne nous font pas moins souffrir que les catastrophes elles-mêmes. Il peut arriver aussi que de prophètes, sans se connaître, vous annoncent la même chose. Si cet accord ne vous trouble pas plus que votre intelligence ne le permettra, je vous admire. Pour mon compte, j'aime bien mieux ne pas penser à l'avenir et ne prévoir que devant mes pieds. Non seulement je n'irai pas montrer au mage le dedans de ma main, mais bien plus, je n'essaierai pas de lire l'avenir dans la nature des choses, car je ne crois pas que notre regard porte bien loin, si savants que nous puissions être. J'ai remarqué que tout ce qui arrive d'important à n'importe qui était imprévu et imprévisible. Lorsqu'on s'est guéri de la curiosité, il reste sans doute à se guérir aussi de la prudence. 14 avril 1908. Chapitre 26. Hercule. L'homme n'a de ressources que dans sa propre volonté. Idée aussi ancienne que les religions, les prodiges et les malheurs. En revanche, idée qui, par sa nature, est vaincue en même temps que la volonté elle-même, car la force d'âme se prouve par les effets. Hercule se donnait à lui-même ce genre de preuve, jusqu'au jour où il se crut esclave. Il préféra alors une mort éclatante à une misérable vie. Ce mythe est le plus beau. Je voudrais que l'on fît réciter aux enfants les œuvres d'Hercule, afin qu'ils apprissent à surmonter les forces extérieures. Car cela même, c'est vivre. Et l'autre parti, le lâche parti, n'est que le parti de mourir longtemps. J'aime un garçon qui réfléchit en surmontant et qui, au tournant mal pris, dit d'abord « c'est ma faute » et cherche sa propre faute et se bourre cordialement les côtes. Mais que faire de l'automate à forme humaine qui cherche toujours excuse dans les choses et les gens autour? Il n'y a point de joie par là, car il est trop clair que les choses et gens autour n'ont point égard aux malheureux. Aussi ses pensées suivent le vent, comme les feuilles en cette dure saison. J'admire ceci, que ceux qui cherchent excuse hors d'eux ne sont jamais contents, au lieu que ceux qui vont droit à leur propre faute et disent « je fus bien sot », se trouvent forts et joyeux de cette expérience qu'ils ont digérée. Il y a deux expériences, l'une qui alourdit et l'autre qui allège, comme il y a le chasseur gai et le chasseur triste. Le chasseur triste manque le lièvre et dit « voilà bien ma chance », et bientôt, ces choses-là n'arrivent qu'à moi. Le chasseur gai admire la ruse du lièvre, car il sait bien qu'il n'est pas dans la vocation du lièvre de courir à la casserole. Les proverbes sont pleins de cette virile sagesse, et il y a bien de la profondeur dans ce que ma grand-mère disait des alouettes qui ne tombent point toutes rôties. Comme on fait son lit, on se couche. Comme je voudrais aimer la musique, dit le sot, mais il faut faire la musique. Elle n'est point. Tout est contre nous, mais disons mieux, tout est indifférent et sans égard. La face de la terre est broussaille et pestilence sans l'œuvre de l'homme. Non point ennemi, mais non point favorable. Il n'y a que l'œuvre d'homme qui soit pour l'homme. Mais c'est l'espoir qui fait la crainte. C'est pourquoi c'est un très mauvais commencement si l'on réussit par hasard. Et qui bénit les dieux, bientôt les maudira. Comme ces mariés qui aiment le maire de l'arrondissement et le suisse de l'église. Ils n'ont pas vu de quel air le bedeau éteint les cierges. J'ai remarqué un jour le sourire d'une marchande de parfumerie. Elle le ferma tout net comme elle fermait sa porte. Et c'est un beau spectacle aussi que de voir un marchand qui met ses volets. Dès que la chose est étrangère, aussi bien un homme nous découvre sa loi propre, selon laquelle il gravite, et nous voilà à notre travail d'homme. Mais dès qu'un être nous promet bienveillance,
nous voilà privés de connaissances et sans autre ressource que d'espérer. Les êtres sont bien plus beaux et plus amis derrière leurs volets et en leur riche existence qu'en ces présages et reflets. J'ai remarqué que les hommes énergiques aiment les différences et variétés. La paix est entre les forces. 7 novembre 1922. Chapitre 27. Vouloir. Les feuilles poussent. Bientôt, la galéruque, qui est une petite chenille verte, s'installera sur les feuilles de l'ormeau et les dévorera. L'arbre sera comme privé de ses poumons. Vous le verrez, pour résister à l'asphyxie, pousser de nouvelles feuilles et vivre une seconde fois le printemps. Mais ses efforts l'épuiseront. Une année ou l'autre, vous verrez qu'il n'arrivera point à déplier ses nouvelles feuilles, et il mourra. Ainsi gémissait un ami des arbres, comme nous nous promenions dans son parc. Il me montrait des ormeaux centenaires et m'annonçait leur fin prochaine. Je lui dis, il faut lutter. Cette petite chenille est sans force. Si l'on en peut tuer une, on en peut tuer 100 et 1000. Qu'est-ce qu'un millier de chenilles? Répondit-il. Il y en a des millions. J'aime mieux n'y pas penser. Mais, lui dis-je, vous avez de l'argent. Avec de l'argent, on achète des journées de travail. 10 ouvriers, travaillant 10 jours, tueront plus d'1 millier de chenilles. Ne sacrifieriez-vous pas quelques centaines de francs pour conserver ces beaux arbres? J'en ai trop, dit-il, et j'ai trop peu d'ouvriers. Comment atteindront-ils les hautes branches? Il faudrait des émondeurs. Je n'en connais que 2 dans le pays. 2, lui dis-je, c'est déjà quelque chose. Ils s'occuperont des hautes branches, d'autres moins habiles se serviront d'échelles. Et si vous ne sauvez pas tous vos arbres, vous en sauverez du moins 2 ou 3. Le courage me manque, dit-il enfin. Je sais ce que je ferai. Je m'en irai pendant quelque temps pour ne pas voir cette invasion de chenilles. Ô puissance de l'imagination, lui répondis-je, vous voilà en déroute avant d'avoir combattu. Ne regardez pas au-delà de vos mains. On n'agirait jamais si l'on considérait le poids immense des choses et la faiblesse de l'homme. C'est pourquoi il faut agir et penser son action. Voyez ce maçon, il tourne tranquillement sa manivelle. C'est à peine si la grosse pierre remue. Pourtant la maison sera achevée, et des enfants gambaderont dans les escaliers. J'ai admiré une fois un ouvrier qui s'installait avec son vilebrequin pour percer une muraille d'acier qui avait bien 15 centimètres d'épaisseur. Il tournait son outil en sifflant. Les fins copeaux d'acier tombaient comme une neige. L'audace de cet homme me saisit. Il y a 10 ans de cela. Soyez sûr qu'il a percé ce trou-là et bien d'autres. Les chenilles elles-mêmes vous font la leçon. Qu'est-ce qu'une chenille auprès d'un ormeau? Mais tous ces menus coups de dents dévoreront une forêt. Il faut avoir foi dans les petits efforts et lutter en insecte contre l'insecte. 1000 causes travaillent pour vous, sans quoi il n'y aurait point d'ormeaux. La destinée est instable, une chiquenaude crée un monde nouveau. Le plus petit effort entraîne des suites sans fin. Celui qui a planté ses ormes n'a pas délibéré sur la brièveté de la vie. Jetez-vous comme lui dans l'action, sans regarder plus loin que vos pieds, et vous sauverez vos ormeaux. 9 mai 1909. Chapitre 29. De la destinée. La destinée, disait Voltaire, nous mène et se moque de nous. Ce mot m'étonne de cet homme-là qui fut si bien lui-même. Le destin extérieur agit par des moyens violents. Il est clair que la pierre ou l'obus écrasera un Descartes aussi bien. Ces forces peuvent nous effacer tous de la terre en un moment. Mais l'événement, qui tue si aisément un homme,
n'arrive pas à le changer. J'admire comme les individus vont à leur fin, et comme ils font occasion de tout, comme un chien, de la poule qu'il mange, fait de la viande de chien et de la graisse de chien, ainsi l'individu digère l'événement. Cette constance à vouloir, qui est propre aux natures fortes, finit toujours par trouver passage dans le changement de toute chose où il y a de tout. Le propre de l'homme fort est de marquer toute chose de son sceau. Mais cette force est plus commune qu'on ne croit. Tout est vêtement pour l'homme, et les plis suivent la forme et le geste. Une table, un bureau, une chambre, une maison sont promptement rangées ou dérangées selon la main. Les affaires suivent, grandes ou petites, et nous disons qu'elles sont heureuses ou malheureuses selon un jugement extérieur, mais l'homme qui les conduit bien ou mal fait toujours son trou selon sa forme, comme le rat. Regardez bien, il a fait ce qu'il a voulu. Ce que jeunesse désire, vieillesse l'a en abondance. C'est Goethe qui cite ce proverbe au commencement de ses mémoires. Et Goethe est un brillant exemple de ces natures qui façonnent tout événement selon leur propre formule. Tout homme n'est pas Goethe, il est vrai, mais tout homme est soi. L'empreinte n'est pas belle, soit, mais il la laisse partout. Ce qu'il veut n'est pas quelque chose de bien relevé, mais ce qu'il veut, il l'a. Cet homme, qui n'est point Goethe, aussi ne voulait point l'être. Spinoza, qui a saisi mieux que personne ces natures crocodiliennes, invincibles, dit que l'homme n'a pas besoin de la perfection du cheval. De même, aucun homme n'a usage de la perfection de Goethe. Mais le marchand, partout où il est, et aussi bien sur des ruines, le marchand vend et achète. L'escompteur prête, le poète chante, le paresseux dort. Beaucoup de gens se plaignent de n'avoir pas ceci ou cela, mais la cause en est toujours qu'ils ne l'ont point vraiment désiré. Ce colonel qui va planter ses choux aurait bien voulu être général. Mais si je pouvais chercher dans sa vie, j'apercevrais quelques petites choses qu'il fallait faire et qu'il n'a point faites, qu'il n'a point voulu faire. Je lui prouverais qu'il ne voulait pas être général. Je vois des gens qui, avec assez de moyens, ne sont arrivés qu'à une maigre et petite place. Mais que voulaient-ils? Leur franc-parler? Ils l'ont. Ne point flatter? Ils n'ont point flatté et ne flattent point. Pouvoir par leur jugement, par le conseil, par le refus, ils peuvent. Il n'a point d'argent, mais n'a-t-il pas toujours méprisé l'argent? L'argent va à ceux qui l'honorent. Trouvez-moi seulement un homme qui ait voulu s'enrichir et qui ne l'ait point pu. Je dis qui ait voulu. Espérer n'est pas vouloir. Le poète espère 100 000 francs, il ne sait de qui ni comment. Il ne fait pas le moindre petit mouvement vers ces 100 000 francs. Aussi ne les a-t-il point. Mais il veut faire de beaux vers. Aussi les fait-il. Beau selon sa nature, comme le crocodile fait ses écailles et l'oiseau ses plumes. On peut appeler aussi destinée cette puissance intérieure qui finit par trouver passage, mais il n'y a de commun que le nom entre cette vie si bien armée et composée et cette tuile de hasard qui tua Pyrrhus. Ce que m'exprimait un sage, disant que la prédestination de Calvin ne ressemblait pas mal à la liberté elle-même. 3 octobre 1923. Chapitre 30. Ne pas désespérer. Cette méthode de police qui consiste à guérir un ivrogne par le serment porte la marque de l'action. Un théoricien ne s'y serait point fié, car à ses yeux, les habitudes et les vices sont solidement définis et établis. Raisonnant d'après les sciences des choses,
Il veut que tout homme porte en lui ses manières d'agir comme des propriétés à la façon du fer ou du soufre. Mais je crois plutôt que les vertus et les vices, fort souvent, ne tiennent pas plus à notre nature qu'il ne tient à la nature du fer d'être martelé ou laminé, ou à la nature du soufre d'être en poudre ou en canon. Dans le cas de l'ivrogne, j'en vois bien la raison. C'est l'usage ici qui fait le besoin, car boire ce qu'il boit donne soif et enlève la raison. Mais la première cause de boire est bien faible. Un sermon peut l'annuler, et à partir de ce petit effort de pensée, voilà notre homme aussi sobre que s'il n'avait bu que de l'eau depuis 20 ans. Le contraire se voit aussi. Je suis sobre, mais je deviendrais aussitôt ivrogne et sans effort. J'ai aimé le jeu, les circonstances ayant changé, je n'y ai plus pensé. Si je m'y mettais, je l'aimerais encore. Il y a de l'entêtement dans les passions, et peut-être surtout une erreur démesurée. Nous nous croyons pris. Ceux qui n'aiment pas le fromage n'en veulent point goûter, parce qu'ils croient qu'ils ne l'aimeront point. Souvent, un célibataire croit que le mariage lui serait insupportable. Un désespoir porte malheureusement avec lui une certitude, disons une forte affirmation, qui fait que l'on repousse l'adoucissement. Cette illusion, car je crois que c'en est une, est bien naturelle. On juge mal de ce qu'on n'a point. Tant que je bois, je ne puis concevoir la sobriété. Je la repousse par mes actes. Dès que je ne bois plus, je repousse par cela seul l'ivrognerie. Il en est de même pour la tristesse, pour le jeu, pour tout. Aux approches d'un déménagement, vous dites adieu à ces murs que vous allez quitter. Votre mobilier n'est pas dans la rue que vous aimez déjà l'autre logement. Le vieux logement est oublié. Tout est bientôt oublié. Le présent a sa force et sa jeunesse, toujours, et l'on s'y accommode d'un mouvement sûr. Chacun a éprouvé cela, et personne ne le croit. L'habitude est une sorte d'idole qui a pouvoir par notre obéissance, et c'est la pensée ici qui nous trompe. Car ce qui nous est impossible à penser nous semble aussi impossible à faire. L'imagination mène le monde des hommes par ceci qu'elle ne peut s'affranchir de coutumes. Et il faudrait dire que l'imagination ne sait pas inventer, mais c'est l'action qui invente. Mon grand-père, vers ses 70 ans, prit le dégoût des aliments solides et vécut de lait pendant 5 ans au moins. On disait que c'était une manie, on disait bien. Je le vis un jour à un déjeuner de famille attaquer soudainement une cuisse de poulet, et il vécut encore 6 ou 7 ans, mangeant comme vous et moi. Acte de courage, certes, mais que bravait-il? L'opinion, ou plutôt l'opinion qu'il avait de l'opinion, et aussi l'opinion qu'il avait de soi. Heureuse nature, dira-t-on. Non pas, tous sont ainsi, mais ils ne le savent pas, et chacun suit son personnage. 24 août 1912. Chapitre 31. Dans la grande prairie. Platon a des contes de nourrice qui ressemblent, en somme, à tous les contes de nourrice, mais qui, par certains petits mots jetés comme en passant, retentissent au fond de nous-mêmes et éclairent subitement des recoins mal connus. Tel est ce récit d'un certain R qui avait été pris pour mort après une bataille, puis revint des enfers une fois que l'erreur fut reconnue, et raconta ce qu'il avait vu là-bas. Voici quelle était l'épreuve la plus redoutable. Les âmes, ou ombres, ou comme on voudra, sont conduites dans une grande prairie et on leur jette devant elles des sacs où sont des destinées à choisir.
Ces âmes ont encore le souvenir de leur vie passée. Elles choisissent d'après leurs désirs et leurs regrets. Ceux qui ont désiré l'argent plus que toute chose choisissent une destinée remplie d'argent. Ceux qui en ont eu beaucoup en cherchent davantage encore. Les voluptueux recherchent des sacs pleins de plaisir. Les ambitieux cherchent une destinée de roi. Pour finir, chacun trouve ce qu'il lui faut, et ils s'en vont, avec leur nouveau destin sur l'épaule, boire l'eau du fleuve l'été, ce qui veut dire le fleuve oubli, et partent de nouveau pour la terre des hommes, afin de vivre selon leur choix. Voilà une singulière épreuve et une étrange punition, qui est pourtant plus redoutable qu'elle n'en a l'air. Car il se trouve peu d'hommes qui réfléchissent sur les véritables causes du bonheur et du malheur. Cela remonte jusqu'à la source, c'est-à-dire jusqu'aux désirs tyranniques qui mettent la raison en échec. Cela se défie des richesses parce qu'elles rendent sensibles aux flatteries et sourds aux malheureux. Il se défie de la puissance parce qu'elle rend injuste, plus ou moins, tous ceux qui en ont. Il se défie des plaisirs parce qu'ils obscurcissent et éteignent enfin la lumière de l'intelligence. Ces sages-là vont donc retourner prudemment plus d'un sac de belle apparence, toujours soucieux de ne point perdre leur équilibre et de ne point risquer, dans une brillante destinée, le peu de sens droit qu'ils ont conquis et conservé avec tant de peine. Ceux-là emporteront sur leur dos quelque destinée obscure dont personne ne voudrait. Mais les autres, qui ont galopé toute leur vie après leurs désirs, se régalant de ce qui leur semblait bon, sans regarder plus loin que l'écuelle, cela que voulez-vous qu'ils choisissent, sinon encore plus d'aveuglement, encore plus d'ignorance, encore plus de mensonges et d'injustice. Et ainsi ils se punissent eux-mêmes, plus durement qu'aucun juge ne les punirait. Ce millionnaire est maintenant dans la grande prairie, peut-être, et que va-t-il choisir? Mais laissons les métaphores. Platon est toujours bien plus près de nous que nous ne croyons. Je n'ai aucune expérience d'une vie nouvelle qui suivrait la mort. C'est donc trop peu de dire que je n'y crois pas. Je n'en puis rien penser du tout. Je dirais plutôt que la vie future, où nous sommes punis selon notre propre choix, et même selon notre propre loi, c'est cet avenir même où nous glissons sans arrêt et où chacun développe le paquet qu'il a choisi. Et il est très vrai aussi qu'au fleuve oubli, nous ne cessons de boire, accusant les dieux et le destin. Celui qui a choisi ambition n'a pas cru choisir basse flatterie, envie, injustice, mais c'était dans le paquet. 5 juin 1929. Chapitre 32. Passion de voisinage. Comme on vit mal, dit l'un, avec ceux que l'on connaît trop. On gémit sur soi-même sans retenue, et l'on grossit par là de petites misères, eux d'eux-mêmes. On se plaint aisément de leurs actes, de leurs paroles, de leurs sentiments. On laisse éclater les passions. On se permet des colères pour de faibles motifs. On est trop sûr de l'attention, de l'affection et du pardon. On s'est trop bien fait connaître pour se montrer en beau. Cette franchise de tous les instants n'est pas véridique. Elle grossit tout. De là, une aigreur de ton et une vivacité de geste qui étonnent dans les familles les plus unies. La politesse et les cérémonies sont plus utiles qu'on ne croit. Comme on vit mal, dit l'autre, avec ceux qu'on ne connaît pas du tout. Il y a des mineurs sous la terre qui piochent pour un rentier. Il y a des confectionneuses en chambre qui s'épuisent pour les coquettes acheteuses d'un grand magasin. Il y a des malheureux, en ce moment,
qui ajustent et collent des jouets par centaines et à vil prix pour le plaisir des enfants riches. Ni les enfants riches, ni les élégantes, ni les rentiers ne pensent à tout cela. Or tous ont pitié d'un chien perdu ou d'un cheval fourbu. Ils sont polis et bons avec leurs domestiques et ne supportent pas de voir les yeux rouges ou l'air boudeur. On paie très bien un pourboire et sans hypocrisie parce qu'on voit la joie du garçon de café, du commissionnaire, du cocher. Le même homme, qui paie largement un porteur de malle, affirme que les cheminots peuvent vivre sans se priver avec ce que la compagnie leur donne. Chacun, à toute minute, tue le mandarin, et la société est une merveilleuse machine qui permet aux bonnes gens d'être cruels sans le savoir. Comme on vit bien, dit un troisième, avec ceux qu'on ne connaît pas trop. Chacun retient ses paroles et ses gestes, et par cela même ses colères. La bonne humeur est sur les visages et bientôt dans les cœurs. Ce que l'on regretterait d'avoir dit, on ne pense même pas à le dire. On se montre à son avantage devant un homme qui ne vous connaît guère, et cet effort nous rend souvent plus justes pour les autres et pour nous-mêmes. On n'attend rien d'un inconnu, on est tout content du peu qu'il donne. J'ai observé que les étrangers sont aimables parce qu'ils ne savent dire que des politesses, sans pointe. De là vient que quelques-uns se plaisent en pays étrangers. Ils n'ont point occasion d'y être méchants, et ils y sont plus contents d'eux-mêmes. En dehors même des conversations, quelle amitié, quelle société facile sur ce trottoir. Un vieillard, un enfant, même un chien y circulent à l'aise. Au contraire, dans la rue, les cochers s'injurient. Chacun est pressé par des voyageurs qui ne se voient point. Le mécanisme n'est pas compliqué, mais il grince déjà. La paix sociale résultera de rapports directs, de mélanges d'intérêts, d'échanges directs, non par organisation, qui sont mécanismes comme syndicats et corps constitués, mais au contraire par unité de voisinage, ni trop grande, ni trop petit. Le fédéralisme par région est le vrai. 27 décembre 1910.